Bonjour à tous. J'espère que vous êtes tous sur le diaporama, ce sera plus simple pour comprendre. Aujourd'hui, on va voir le tir sportif en France, le fonctionnement et la législation. Au sommaire, on va voir déjà par qui est régi le tir sportif en France, comment comment fonctionne une arme à feu, vraiment c'est juste un détail, la législation française sur les armes à feu, et puis ensuite les questions. Pour commencer, par qui est régi le tir sportif en France? Depuis 1967, la Fédération française de tir gère une immense majorité des catégories du tir sportif en France, avec la Fédération française de balle trap qui gère le reste, en gros. Quelques chiffres. La FFT est la 10e fédération de sport avec le plus de licenciés en France, si je me trompe pas, avec 1643 clubs affiliés et 226 000 licenciés, dont 16 419 jeunes. Historiquement, la Fédération française de tir a pas mal d'ancêtres. Depuis 1871, a été créée la Ligue des Patriotes. Puis ensuite, après la guerre, elle se transforme formée après la guerre de 1870, pardon. Elle se transforme ensuite à partir de 1886 en l'Union des sociétés de tir de France, avec notamment la construction du premier stand de tir. En 1953, l'Union des sociétés de tir de France change de nom pour devenir la Fédération française des sociétés de tir. Et ensuite, en 1967, la fusion de la Fédération française des sociétés de tir et la Fédération française de tir aux armes de chasse va devenir la Fédération française de tir. Comment fonctionne le tir sportif? Actuellement, la Fédération française de tir est divisée en 12 catégories. Pour commencer, l'arbalète. Comme son nom l'indique, c'est des tirs à l'arbalète. Il y a deux types d'arbalète, l'arbalète match et l'arbalète field. L'arbalète match, c'est comme l'arbalète au Moyen-Âge, elle s'effectue tir debout à 10 mètres ou à 30 mètres. Et ensuite, l'arbalète field, c'est une arbalète qui se rapproche un peu plus d'un arc avec des tirs à 35, 50, 60 et 65 mètres. Et en hiver, on peut tirer jusqu'à 18 mètres. Justement à cause du temps. Ensuite, l'arme ancienne. Les armes anciennes, c'est une catégorie où elle est uniquement réservée aux armes d'époque ou des répliques d'armes d'époque, fonctionnant avec un système de mise à feu soit à la mèche, soit au silex, soit à la percussion. Et c'est uniquement des armes à poudre noire et qui se rechargent par le canon. Ou les revolvers, mais qui se rechargent avec, comment ça s'appelle? On met la poudre, ensuite derrière on met l'amorce et puis on met le projectile devant. C'est vraiment des armes anciennes qui sont minutieusement conservées et rénovées et qui demandent pas mal d'entretien. Ensuite, le bench rest, c'est le tir de précision entre guillemets ultime, si on peut dire. Le bench rest, il y a deux catégories. Il y a le bench rest où c'est un calibre un peu plus gros, c'est à 100 ou à 200 mètres. On utilise une arme sur un pied qu'on peut bouger avec un petit levier. C'est une cible à 100 ou à 200 mètres et l'objectif du coup c'est d'être le plus précis possible. Et ensuite on a le 22 Hunter, cette fois-ci c'est avec du calibre 22 long rifle à 50 mètres et il y a un groupe de 25 cibles, je vais le montrer juste après, de quelques centimètres de diamètre où il faut tirer dedans. Et en général, dans ce genre de compétition, les gens c'est tellement de la grande précision que le fait d'avoir un tir un peu à côté, en général, on peut être sûr qu'on n'est pas premier. Voilà, en haut, on a les cibles de 22 Hunter. On peut voir que le diamètre de chaque cible, c'est 4,8 cm, donc à 50 mètres, c'est petit quand même. L'intérêt, justement, c'est de le mettre le plus au centre possible dans le 10. Le 10 qui fait 6 mm de diamètre et le petit point au milieu qu'on appelle la mouche qui fait 1 mm de diamètre. Et en cas d'égalité, on va regarder entre les deux personnes qui a fait le plus de mouches. Et celui justement qui en a fait le plus, il gagne par rapport à celui qui en a fait le moins. Et en dessous, on a les cibles de bench rest. C'est un cadre avec une cible et puis un autre carré au-dessus. Il y a les dimensions juste à côté. Si vous voulez, je vous enverrai le texte juste après.
Donc ensuite, on a la carabine, donc qui est une des catégories les plus connues, si on peut dire. Donc ça se pratique à soit 10 mètres, avec carabine à plomb, un plomb de 4,5 mm, à 50 mètres et à 300 mètres. À 10 mètres, on tire debout, et à 50 et 300 mètres, les épreuves imposent, selon le cas, la position soit couchée, ou alors les trois, genoux, couché ou debout. Et la discipline carabine comporte 5 épreuves olympiques, le 10 mètres senior, le 10 mètres dames, et le 10 mètres par équipe mixte. 3 positions à 50 mètres senior et dames, et des épreuves paralympiques sont également disputées dans cette discipline, couché, debout, à 10 mètres, et 3 positions à 60 balles, couché à 50 mètres. Ensuite, cible mobile, donc là, comme son nom l'indique, on va tirer avec une carabine avec une lunette sur un chariot en déplacement latéral à 10 mètres. Et donc à 10 mètres, ce sera une cible zonée, et puis à 50 mètres, ce sera une cible en forme de sanglier. Donc l'objectif va passer alternativement de gauche à droite, et soit en vitesse lente, soit en vitesse rapide. Et bien sûr, on peut mélanger un peu tous ces modes pour rendre l'épreuve un peu plus difficile. Ensuite, les écoles de tir. Donc, pour faire très simple, c'est une catégorie avec des moniteurs de tir, où on va apprendre aux enfants à tirer, parce que le problème, c'est que le tir ne peut pas à un âge minimum en fonction des stands. Je pense que vous comprenez tous qu'on ne peut pas tirer à 4 ans, par exemple. Donc les écoles de tir, ça va permettre de former les plus jeunes aux rudiments du tir, et puis au maniement des armes correct, entre guillemets, avec la sécurité, comment bien tirer, comment tirer précisément, etc. Ensuite, le paratir, donc pour les personnes en situation de handicap. Donc il y a en réparti en 5 grandes familles, donc le pistolet, la carabine, l'arbalète, le paratrape et les déficients visuels. Donc toutes les 4 premières catégories, y compris le paratrape dont je vais parler juste après, c'est les mêmes qu'au début. Et pour les définitions visuelles, et ben en fait, il y aura un avertisseur sonore en fonction de où est la précision qui va dire qu'on pourra tirer ou non. Ensuite, le pistolet, donc c'est un peu comme la carabine, mais du coup sur un pistolet. Donc distance de tir à 10 mètres, donc avec un plomb de 4,5 mm, 25 mètres et 50 mètres, en 22 long rifle ou en plus gros calibre. Toutes les épreuves se tirent à bras debout, position debout à bras fends. Donc en fait, on est sur une position de profil à la cible, avec le bras en avant et le bras en avant avec l'arme, et puis l'autre bras qui va nous équilibrer, entre guillemets. Ça permet une beaucoup plus grande précision que le tir à deux mains. Donc ensuite, on a les silhouettes métalliques. Donc l'objectif, c'est de renverser ces silhouettes mécaniques. Donc des cibles sont positionnées à différentes distances, 25, 50, 75 et 100 mètres pour les armes de poing de petit calibre, à 50, 100, 150 et 200 mètres pour les armes de poing de plus gros calibre, à 40, 60, 77 et 100 mètres pour les armes d'épaule de petit calibre, et 200, 300, 385 et 500 mètres pour les armes d'épaule de plus gros calibre. Et donc on tire sur ces cibles métalliques, et à partir du moment où on touche une cible métallique, celle-ci va se renverser, ce qui prouve justement qu'on l'a touchée. Ensuite, le tir aux armes réglementaires. Donc ça, c'est une compétition assez phare, on va dire. Donc en fait, c'est une compétition organisée avec la Fédération française de tir, en coopération avec l'Union nationale des officiers de réserve et l'Union nationale et la Fédération nationale des associations des sous-officiers de réserve. Et c'est une compétition où seuls s'affrontent les tireurs avec des armes qui n'utilisent que des équipements du militaire, de l'équipement militaire standard, pardon. Donc en fait, c'est hausse fixe, donc c'est une hausse qu'on peut pas régler, et c'est une arme qui n'a pas subi une modification. En général, pas de bipied, pas de lunettes rajoutées. Donc si un optique par défaut, c'est légal, mais si on rajoute une optique, c'est plus réglementé pour le tir.
Donc ensuite, le tir au plateau, donc c'est là où il y a une petite nuance avec la Fédération française de Baltrap. Donc il y a la Fédération française de tir gère trois catégories. Donc la fosse olympique, c'est un tir épaulé sur des plateaux fuyants lancé selon une trajectoire et un angle inconnu. Ensuite, le skeet olympique, c'est un tir désépaulé. Donc en fait, il faut attendre que le disque part avant de mettre l'arme à l'épaule et de tirer. Les disques sont lancés de 2 cabanes, une cabane haute située à gauche qu'on appelle poule et puis d'une cabane basse située à droite qu'on appelle marque. Les tireurs ne disposent que d'une cartouche par plateau et l'objectif est de tirer des plateaux simples ou des plateaux doublés, plateaux lancés simultanément depuis chacune des cabanes. Et ensuite, le double trap, c'est un tir épaulé sur 2 plateaux lancés simultanément du milieu de la fosse, selon des trajectoires variées et plus ou moins ouvertes. Donc je crois, si je me trompe pas, c'est moins 5 degrés, 0 degrés et 5 degrés par rapport au tireur. Et le tireur ne dispose que d'une cartouche par plateau. Donc en fait, la nuance ici, elle intervient par rapport à la Fédération française de Baltrap qui, elle, gère les autres catégories. Donc ici, la FFT gère ces 3 catégories-là. Et la Fédération française de Baltrap gère le parcours de chasse, le compact sporting, le DTL, et c'est tout pour le Baltrap, pardon. Donc en gros, les 2 fédérations se partagent les 6 catégories au Baltrap. Donc ensuite, en dernière catégorie, on a le tir sportif de vitesse. Donc cette discipline propose de tirer contre la montre avec des pistolets de calibre de 9 mm ou plus, munis ou non d'une visée optique. Donc l'arme est portée dans un étui holster, hein, donc qu'on appelle holster à la ceinture. Donc en fait, le but du jeu, c'est qu'on tire en un minimum de temps en sortant l'arme du holster sur des cibles. Donc plusieurs types de parcours sont proposés, petits jusqu'à 12 coups, moyens jusqu'à 24 coups, et grands jusqu'à 32 coups. Les distances peuvent varier de 10 à 70 mètres. Donc ensuite, comment fonctionne une arme à feu? Donc ça, c'est juste à titre informatif, hein, voilà. Donc à gauche, on peut voir une balle. Donc on peut voir en 1 le projectile donc, qui va sortir de l'arme et qui est justement lancé par l'arme. Ensuite, en 2, on voit l'étui ou la douille qui va retenir en 3 la poudre. En 4, on voit le culot et l'amorce est entourée par le culot. Donc on voit l'arme avec le chargeur. Le chargeur va se charger de remonter l'arme dans la culasse avec la chambre. La chambre, on le voit, c'est l'endroit où il y a la cartouche jaune qui est avancée. Au moment où on appuie sur la queue de détente, le marteau va taper le percuteur, donc on voit c'est la pièce en grise, qui va taper en 5 l'amorce. L'amorce va donner une étincelle à la poudre. La poudre va comprimer et va faire partir la balle avec une grande énergie. Donc avec pas mal de gaz vont être expulsés et c'est ça l'explosion, c'est le bruit assez significatif au moment du tir. C'est la décompression des gaz à la sortie du canon. Voilà. Alors ensuite aussi, il peut y avoir un autre bruit dans l'arme à feu, c'est si la balle passe le mur du son. Si la balle est supersonique, alors on aura une deuxième explosion qui va être le passage du mur du son. Donc c'est pour ça que on peut mettre un réducteur de son par exemple sur une arme, donc qui va s'occuper de décompresser les gaz, donc qui va réduire le son de l'arme. Mais le problème c'est que si la balle est supersonique, il y aura toujours une explosion qu'on ne peut pas justement atténuer. Donc ensuite, la législation. On arrive sur la partie assez tordue de l'aspect des tirs en France. Donc pour un préambule, les armes sont classées en 4 catégories en fonction de leur dangerosité. Les règles d'achat, de port et de détention de l'arme varient selon ces 4 catégories. Donc on a la catégorie A, B, C et D. Donc la catégorie A sont toutes les armes interdites sauf dérogation. La catégorie B est soumise à autorisation. La catégorie C est soumise à déclaration. La catégorie D peut être achetée librement et détenue librement. En fait, chaque arme a
a une catégorie qui lui est attribuée en fonction de son type, de la longueur du canon, par exemple. Donc, la catégorie A. La catégorie A, ce sont les armes interdites sauf dérogation. Donc, il y a 2 catégories. Donc, les catégories A1, donc ce sont les armes à feu interdites. Et la catégorie A2, ce sont les matériels de guerre. Donc, tout ce qui est A2, c'est conformellement interdit, justement, sauf dérogation. Mais A2, matériel de guerre, c'est tout ce qui est... genre, par exemple, ça peut aller d'une grenade à une batterie solaire. Tout ce qui est matériel de guerre, ça peut être destruction massive, par exemple, c'est catégorie A2. Et ensuite, A1, on peut voir quelques exemples en dessous. Ce sont des armes de poing permettant le tir de plus de 21 munitions sans réapprovisionnement. Donc, ce sont les armes équipées de chargeurs à grande capacité. Les armes d'épaule manuelles ou semi-automatiques de plus de 30 cartouches sans réapprovisionnement ou alimentées par bande. On peut avoir aussi les armes dont le calibre est égal ou supérieur à 20 mm, donc on passe sur de l'obus au-delà. Armes dont la longueur peut être réduite à moins de 60 cm sans perdre de sa fonctionnalité. Donc on peut prendre toutes les armes avec une crosse repliable mais qui ne perd pas leur fonctionnalité de tir, par exemple, c'est considéré comme A1. Toute arme automatique est considérée comme A1 aussi. Et armes camouflées également. Donc il y a pas mal de prototypes connus, où par exemple ce sont des armes qu'on peut ranger dans une mallette, ou des armes qu'on peut replier sur elles-mêmes, et au final elles ont une forme, elles ont aucune forme apparente d'arme, et dès qu'on le déplie, ça se transforme en une vraie arme, capable de tirer. Et donc ça c'est strictement interdit, sauf dérogation. Ensuite, catégorie B, armes soumises à autorisation. Donc quelques exemples, les armes de poing ou d'épaule semi-automatiques ne faisant pas partie de la catégorie A1. Armes à canon lisse dont la longueur totale est inférieure à 80 cm ou la longueur du canon est inférieure à 60 cm. Armes à canon rayé dont la longueur totale est inférieure à 80 cm ou la longueur du canon est inférieure à 45 cm. Toutes les armes avec un dispositif de recharge à pompe. Donc l'exemple le plus connu justement c'est le fusil à pompe. Donc même si c'est un rechargement manuel, le fait de tirer, de ramener, c'est considéré comme un rechargement rapide, donc c'est pour ça que c'est mis en catégorie B. Et les armes chambrant les calibres suivants, donc le 7,62 par 39, donc ça c'est pour exemple c'est le calibre de l'AK-47. Le 5,56 par 45, donc ça c'est le calibre de tous les fusils d'assaut conventionnels on va dire, donc c'est le calibre 5,56, c'est utilisé dans le M16 par exemple. Le 5,45 par 39, le 12,7 par 99, alors ça le 12,7 par 99 c'est aussi connu sous le nom de calibre 50. Donc c'est un calibre qu'on voit assez souvent dans les films. Et le calibre 14,5 par 114. Et je vais sûrement vous le dire à la fin, mais les modalités et les documents nécessaires pour acquérir des armes en catégorie B, c'est extrêmement complet et long. Il y a une quinzaine de documents au moins à avoir. Donc ensuite, la catégorie C, donc ça ce sont les armes soumises à déclaration. Donc quelques exemples, toutes les armes à répétition manuelle ne faisant pas partie de la catégorie A1. Donc par exemple une carabine de calibre 22 long rifle à rechargement à verrou, par exemple pour tirer à 50 mètres, ça c'est de la catégorie C. Ou toute arme neutralisée. Donc par exemple une arme de catégorie B qui est rendue complètement inutilisable, c'est catégorie C. Et pour les documents nécessaires, donc c'est une déclaration sur le formulaire CERFA, donc il y a un document CERFA à remplir, une copie de la pièce d'identité, et puis un permis de chasse délivré en France, avec en cours de validité, une licence de la Fédération française de tir, également en cours de validité, ou une licence de la Fédération française de biathlon ou de Baltrap, ou une carte de collectionneur. Et donc ensuite, pour finir dans la législation, il y a les armes de catégorie D, donc l'acquisition et les détentions sont libres. Donc quelques exemples d'objets pouvant constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, mais justement non
non pyrotechniques, donc poignards ou matraques. Les bombes aérosols, comme gaz lacrymogène par exemple. Ou les armes dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules. Donc un lanceur de paintball ou une carabine à air comprimé, par exemple, sont en catégorie D. Et là, l'achat est complètement libre, il n'y a pas besoin de fournir de déclaration ou quoi que ce soit. Donc ensuite, je voulais juste vous montrer une petite incohérence, en fait, c'est que la législation en France, elle est tellement complexe qu'on se retrouve avec quelques incohérences. Donc on peut voir l'arme à gauche, donc qui est une carabine chambrée en calibre 308 avec un chargeur de 5 coups avec une lunette et un bipied. Donc ce genre de carabine, en général, on peut engager des cibles jusqu'à 1000 mètres avec une bonne précision. Et c'est une catégorie C, parce que le canon il dépasse 60 cm, parce que c'est un rechargement manuel et parce que le calibre 308 ne fait pas partie des calibres dans la catégorie B. Alors qu'à droite, on a un pistolet de précision en calibre 22. Donc on peut voir au centre, j'ai mis une comparaison entre le calibre 308 et 22. Donc on a une arme, un pistolet de précision en 22 long rifle avec un chargeur de 10 coups, une balle qui est certes létale et capable d'atteindre des distances de 500 mètres environ. Mais celle-ci est en catégorie B, juste parce qu'elle est semi-automatique, alors qu'on voit quand même qu'il y a une certaine différence de calibre et que la carabine en catégorie C peut être utilisée, par exemple, sur un champ de bataille. Parce que justement, elle remplit toutes les caractéristiques d'un fusil de précision, alors qu'elle est quand même en catégorie C. Donc ensuite, je peux revenir sur les modalités pour acquérir une arme en catégorie B. Donc il faut avoir une autorisation de la préfecture. Elle est accordée pour 5 ans maximum. Donc tous les 5 ans, il faut refaire cette déclaration. Donc cette demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 3 mois avant la fin de la date d'autorisation, sinon on devient hors la loi. Parce que justement, on a des armes qui ont des autorisations qui ont expiré, donc on se retrouve avec des armes non déclarées. Et des règles s'appliquent également à la conservation de l'arme à domicile. Donc, pour obtenir une catégorie B, il faut un formulaire CERFA rempli et signé, bien sûr, une pièce d'identité, un justificatif de domicile, une déclaration remplie lisiblement et signée indiquant le nombre de matériel de guerre et des armes détenues de leur catégorie, calibre, marque, modèle et numéro. Donc ça, ce qui est normal, si on déclare une arme en particulier. Un certificat médical en disant qu'on est apte à pratiquer le tir. Donc en général, ce certificat est fait sur la licence de tir. Au verso, il y a le médecin qui peut remplir. Un certificat médical d'au moins 1 mois délivré par un psychiatre praticien si on a suivi des soins psychiatriques. Un justificatif d'installation conforme à notre domicile de coffre-fort ou d'armoire forte. Parce que stocker une arme chez soi, il faut que ce soit stocké dans un coffre-fort pour la sécurité, par exemple, surtout pour les cambriolages, pour pas qu'on puisse se faire voler l'arme comme ça. Un extrait d'acte de naissance, la licence du tir tamponnée par le médecin, l'avis favorable de la Fédération française de tir qu'on appelle la fiche verte. Fiche verte. Si on est mineur, une preuve de la sélection en vue de concours internationaux ou si on est mineur également, une attestation d'une personne exerçant l'autorité parentale. Et un carnet de tir indiquant la date des 3 séances annuelles contrôlées de pratique du tir. Donc ce carnet de tir, c'est très important. En fait, si on veut détenir une arme, il faut qu'on fasse 3 tirs contrôlés par an. Et tout le temps. Donc en fait, on ne peut avoir une arme qu'au bout de 1 an et au bout de 2 ans environ. 6 mois de pratique au 10 mètres avec le plomb, donc ça constitue la formation au tir entre guillemets. 1 an d'entraînement avec les 3 tirs contrôlés qu'on est obligé d'avoir. Donc en fait, c'est un petit carnet où on tamponne au fur et à mesure, et c'est 1 tir contrôlé tous les trimestres environ. Et ensuite, on peut considérer 6 mois pour obtenir l'autorisation et aller acheter l'arme à feu. Et ensuite, pour la conservation des munitions, on peut acheter au maximum 2000 cartouches par arme et par période d'1 an. Et ces cartouches doivent être en général stockées dans un coffre-fort également. C'est mieux.